Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la violente répression policière n'a pas du tout entamé la détermination des avocats à poursuivre leurs manifestations dans les principales villes de la région du Sud-Ouest. Ils contestent avec force la volonté latente de dissoudre le common law dans le système juridique et judiciaire au Cameroun. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Quel est le regard du reste de la corporation sur ces revendications étroitement liées à la question anglophone au Cameroun? Analyse et décryptage dans ce journal. Une enquête parlementaire sera-t-elle mise en place pour faire la lumière sur le grave accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016 à Ezeka? L'opportunité d'une telle investigation suscite le débat à l'Assemblée nationale. À l'heure de la rentrée parlementaire, des députés croisent leurs regards et leurs opinions sur leur implication dans les enquêtes qui visent à faire dans la lumière sur cette affaire. Ils s'expriment dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Malgré la forte présence de la police anti-émeute qui a quadrillé durant toute la journée la ville de Buea, des avocats ont marché dans les principales villes de la région du Sud-Ouest. Après Bamenda, ils se sont rendus dans les artères des différentes villes de la région du Sud-Ouest pour contester avec force la volonté de dissoudre le common law dans le système juridique et judiciaire au Cameroun et déplorer l'inexistence des versions anglaises des textes OHADA. Cette manifestation a fait l'objet d'une violente répression policière. Derrick Diator et Albertine Bitiaga. Une ville de Buea totalement militarisée ce jeudi 10 novembre, des forces de l'ordre disséminées dans tout le centre-ville, des véhicules anti-émeutes prêts à agir. Tout un arsenal pour stopper la marche prévue par des avocats d'expression anglaise. C'est que, comme à Bamenda la veille, les hommes de loi ont décidé de manifester une fois encore, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est inacceptable, on nous a molestés, nous ne savons même pas pourquoi, crie cet avocat. Pour empêcher le mouvement d'humeur, plusieurs hommes de loi auraient en effet été passés à tabac. D'autres ont été interpellés dès le petit matin dans leur chambre d'hôtel où leurs effets personnels et même des toches leur ont été arrachés par des individus en tenue. C'est une violation des droits de l'homme, dénonce cet autre homme de loi. Inalienable human rights are being violated in broad daylight. En colère, les avocats anglophones avouent qu'ils ne baisseront pas les bras et obtiendront ce qu'ils réclament à tous les prix. Plusieurs d'entre eux auraient d'ailleurs réussi à tenir leur mouvement ce jeudi dans d'autres localités du Sud-Ouest, comme à Muyuka, dans le Fako. Entamé il y a plus d'un mois, le mouvement d'humeur des avocats anglophones était parti de l'absence des versions anglaises des actes uniformes OHADA. Quelques semaines après, les dites revendications avaient dégénéré pour aboutir à la création d'un barreau exclusivement anglophone, dit barreau du common law. Depuis plusieurs jours, les audiences sont paralysées dans les zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Jusqu'où ces avocats sont-ils prêts à aller? Quel est le regard du reste de la corporation sur cette revendication étroitement liée à la question anglophone? On en parlera en deuxième partie de ce journal. Dans le reste de l'actualité, un grave accident est survenu mercredi sur l'axe Boumniébel-Yaoundé. On note près de 4 morts sur le carreau et les corps ont été déposés dans une morgue du côté de Pouma. Joël Niem et Julingue Nyondé pour le récit des faits. La mort a encore frappé sur l'axe Lourdes-Douala-Yaoundé. 4 personnes ont été brutalement arrachées à la vie lors d'un grave accident de la circulation survenu ce 9 novembre 2016 au lieu d'Imbanga, localité située à 1 km de Boumniébel. Les témoins affirment que le drame s'est produit au moment où l'un des véhicules de marque Toyota effectuait un mauvais dépassement. La petite Corolla Toyota verte qui a eu l'accident aujourd'hui sortait de Samba. Il venait à vivre à l'heure. Et le camion aussi sortant de Yaoundé descendait, voulant faire un dépassement, parce que c'est à cause du dépassement qu'il y a eu même cet accident. Parce qu'il a fait un dépassement qui n'était vraiment pas correct. Et quand il traverse
la première voiture en voulant rentrer. C'est là qu'ils croisent. Alors, le camion. Et il n'avait pas le choix puisque le camion aussi venait à vive allure et lui aussi, il remontait à vive allure. Bon, il y a eu collision à ce moment. Et là, c'était vraiment, le choc était fort. Parce que le camion ne pouvait pas s'arrêter. Le monsieur a essayé. Je pense qu'il a essayé parce que sur la route, quand vous regardez même au goudron, vous voyez que le monsieur a essayé de freiner, mais il n'y avait pas moyen. Il y avait 3 passagers devant et 4 derrière. Le choc sera mortel pour 3 personnes à bord du véhicule personnel sur place. Un autre décès sera enregistré plus tard, cette fois-ci dans les urgences de l'hôpital de Pouma. La circulation, qui a été perturbée pendant quelques heures, a pu être rétablie grâce à l'intervention des gendarmes. Un drame de plus qui vient rallonger la liste de ceux enregistrés depuis quelques semaines sur la nationale numéro 3. Grosse frayeur sur le fleuve Nyon dans le département du Nyon-Ekele. Un bac permettant de franchir ce fleuve a dérivé avec à son bord une quinzaine de passagers. Après la rupture d'une corde de sécurité, le bac a été entraîné vers les chutes sous l'effet des courants du fleuve. Cette dérive a semé la panique parmi les passagers. L'un d'entre eux a sauté dans le fleuve. Les autorités locales ont assisté impuissantes à cette scène. Le secours tardant à se mobiliser, le bac s'est accroché sur un rocher à quelques mètres des chutes sur le fleuve Nyon. Et l'on note selon des témoins que des sapeurs-pompiers se sont déployés au milieu de l'après-midi pour tenter de secourir cette quinzaine de passagers qui étaient à bord sur ce bac. Cette situation vécue sur le Nyon était prévisible à en croire les populations et déplorent la vétusté de ce bac et des multiples pannes techniques qui exposaient les usagers à de nombreux dangers lors de la traversée du fleuve Nyon. La situation est également perceptible sur la plupart des bacs appartenant à l'État. Ils sont dans un état de vétusté très aggravé. C'est le cas entre Mesok et Ngolia dans la région de l'Est. Reportage Joël Essengue et Marcelin Gansop. Le diagnostic du ministère des Travaux publics est clair. S'agissant du bac de Zulabot 2, à la lisière des arrondissements de Mesok et de Ngoïla, dans le Haut-Nyon, région de l'Est, ce bac est en arrêt depuis plusieurs années et attend une réhabilitation qui visiblement n'est pas encore à l'ordre du jour. Heureusement, une société forestière opérant dans la zone a mis un bac à la disposition des usagers. L'idée est née de 2 sociétés qui font dans la foresterie. Faute de pont et par la défaillance du bac de l'État, ils se sont associés pour faire ce bac qui est voué au transport, donc à la traversée de leurs grumes. Il profite également aux populations riveraines et celles venues d'ailleurs, et notamment d'Abomban, de Mindourou ou de Lomier, et désirant se rendre à Ngoïla et vice-versa. Les heures d'ouverture sont 7h, fermeture 18h. Il n'y a pas d'exception? Bon, l'exception c'est au niveau des urgences. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a une femme qui est en travail, bon, faute de médecin, elle a couché là. Et il y a des malades qu'on amène dans la nuit, on est obligé de les secourir. Heureusement, la traversée est gratuite pour tous les usagers, véhicules et personnes confondues. Le seul quoi que l'on redoute ici pourrait venir d'une panne, ce qui couperait en 2 les arrondissements de Mesok et de Ngoïla. Maintenant, c'est le câble qui nous dérange parce que le câble se coupe déjà. Ah, d'accord. Il faudrait changer le câble. Donc si le câble se coupe là, c'est dangereux, tout est coupé aussi. Tout est coupé. Puis c'est le câble qui fait circuler le bac. D'où l'urgence qu'il y a pour les pouvoirs publics de remettre en service le bar vétuste d'à côté, ce qui offrirait alors une alternative au cas où. Il y a une solution, comme on dit, un plan B. Oui. Ce plan B c'est quoi? Ce plan B, c'est on peut le tirer à la main, il n'est pas assez lourd. Ah, on peut tirer ce bar à la main? À la main, on le fait. Mais il faut beaucoup de personnes, non? Bon, environ 7. 7 personnes, on peut tirer ce bar à la main, oui. Sur la trentaine de bacs répertoriés au Cameroun, dont 22 appartenant à l'État et 10 aux entreprises privées, 14 sont carrément en arrêt d'activité ou en très mauvais état de fonctionnement. Le ministère des Travaux publics vient de requérir l'expertise du chantier naval pour la réhabilitation de 3 de ces bacs. Mais celui de Zulabot 2 n'y figure pas. C'est dans la traversée du fleuve Dja. Nous sommes à la lisière
de Messok et nous allons à Ngoïla, de l'autre côté. Sans ce bar, il serait difficile pour les usagers d'aller d'un bout à l'autre. Le bar de l'État est en panne, c'est le bar des forestiers qui pour l'instant facilite la traversée ici. À l'heure de la rentrée parlementaire, d'aucuns s'interrogent sur l'implication des députés dans les investigations sur les causes réelles et les responsabilités liées au drame ferroviaire survenu à Ezeka le 21 octobre 2016. Une enquête parlementaire sera-t-elle mise en place à l'Assemblée nationale? L'opportunité d'une telle investigation suscite le débat parmi les députés. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Du matériel pour l'hôpital de district d'Ezeka, le gouvernement a distribué près de 21 lits et des médicaments à cet hôpital qui avait accueilli les premières victimes du drame ferroviaire. Cependant, ces dons donc, de la part du gouvernement restent insuffisants au regard de la vétusté du plateau technique du côté de l'hôpital des districts d'Ezeka. Joël Niem et Eric Martial Ndiomo. Hôpital de district d'Ezeka, dans le chef-lieu du département d'Union-Ekele, région du centre. L'enseigne indicative qui a survécu au temps est à l'image de l'entrée principale de ce centre hospitalier. Une entrée remarquable par un véritable bourbier qui date. À l'intérieur, les bâtisses aménagées il y a plusieurs dizaines d'années ont belle allure grâce aux couches de peinture, œuvre d'une organisation non gouvernementale faite quelques semaines seulement avant le drame du 21 octobre dernier. Seulement derrière ces couleurs chatoyantes se cachent les tristes réalités qui sont de le quotidien de l'hôpital de district d'Ezeka. Parmi elles, la vétusté d'un plateau technique limité, lits rouillés, matelas amortis, douches désuètes, avec une tuyauterie souvent hors service et marquée par la corrosion. Les plaques indicatives, quand elles existent, renseignent peu. La pharmacie cherche désespérément médicaments, alors que certains appareils au bloc opératoire ont vu leurs ampoules remplacées par des tubes ordinaires. Le tableau est bien sombre, il y a du travail. Le ministre de la Santé publique, qui reconnaît la situation, a au cours de sa descente remis 21 lits et matelas, accompagnés de médicaments pour relever cet hôpital. Nous avons donc convenu de renouveler la qualité de cet équipement et l'hôpital a un nouveau visage donc aujourd'hui. Nous continuons à soutenir parce qu'il y a d'autres faiblesses que nous allons progressivement régler, notamment ces problèmes d'eau potable et autres. Notons que depuis le passage dans cet hôpital de quelques victimes du drame du 21 octobre dernier, de nombreux habitants de la ville d'Ezeka, marqués par la suspicion, refusent de se rendre dans cet établissement hospitalier. Raison pour laquelle André Mamafouda a exhorté les autorités traditionnelles à les convaincre de fréquenter à nouveau l'hôpital. Restons à Ezeka où une délégation de fidèles musulmans s'est rendue sur le site du drame pour prier pour le repos des personnes disparues durant ce 21 octobre 2016, le jour où le train 152 a déraillé, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Joël Niem et Gladys Sidi. Les fidèles musulmans, de concert avec les autorités administratives et traditionnelles d'Ezeka, ont dit une prière en la mémoire des disparus du train 152. Pour le professeur Oubarazak, représentant de l'Organisation mondiale islamique pour la paix, la prière reste la seule arme que les vivants ont à leur possession pour venir en aide aux disparus. Chez nous en Afrique, on dit que les morts ne sont pas morts parce que quand il y a un accident comme ça, même islamiquement, on dit lorsque quelqu'un meurt par noyade, par incendie ou bien par accident, il est un shahid, c'est-à-dire on ne peut même pas l'interroger le jour de la résurrection. Donc nous sommes venus prier pour que l'âme de nos défunts se repose en paix. Après la catastrophe ferroviaire, le lieu du drame a vu défiler nombre de personnalités, hommes de Dieu et chefs traditionnels. Une mobilisation qui traduit la solidarité d'un peuple profondément meurtri. Je suis venu accompagner le professeur pour faire une petite prière sur le site de l'accident. Après concertation avec monsieur le préfet du département de Union-Ekele, je les ai accompagnés pour faire cette prière pour que
tous ceux qui sont morts, toutes les victimes qui sont mortes ici dans ces lieux le 21 octobre 2016, que leur âme se repose en paix et que cela ne se repose plus jamais dans tout le Cameroun. Après les rites de purification menés par les Bombok et les séances de prière qui se sont multipliées, la psychose qui avait gagné les populations d'Ezeka s'est peu à peu éloignée. Seulement, les rituels de purification ne se sont déroulés qu'au niveau de la gare et sur le lieu du drame. Et les chefs traditionnels confessent que les populations ont désormais peur de se rendre dans les hôpitaux qui avaient accueilli un nombre important de blessés et de morts. Comme on voudrait encore attirer l'attention, toutes les purifications se sont passées beaucoup plus de la gare jusqu'à la cité. Et on implore encore que les gens sachent qu'au niveau des hôpitaux même, nos 2 grands hôpitaux et d'autres centres de santé de la place, le rituel, si vraiment cela est soutenu, le rituel va continuer dans ces lieux parce que les gens sont en train de fuir les hôpitaux parce qu'il y a eu beaucoup de morts, les gens ont peur, il faudrait que la purification continue là-bas. Les populations d'Ezeka ont du mal à reprendre un train de vie normal après la tragédie qui restera à jamais gravée dans les mémoires. À présent, en bref, les images d'une jeune fille portée disparue depuis plusieurs jours, selon ses proches. Elle aurait été enlevée dans un taxi par des individus non identifiés. La jeune fille en provenance de Bamenda, qui se nomme Timo Blessing, se rendait chez son oncle au quartier Bonabéry, ici à Douala. Elle n'arrivera jamais à bon port. Une enquête a été ouverte au niveau des forces de l'ordre, des commissariats et polices judiciaires à Douala. Le Festival national des arts et de la culture sort le lac municipal des Oubliettes à Yaoundé. Une course de pirogue y a été organisée à la satisfaction de Manu Dibango. Cette légende vivante de la musique, de la world music, apprécie et espère ainsi que c'est un début de revalorisation touristique du lac municipal. Reportage Marcelin Gansop. Pour cette grande première, dans les eaux dormantes du lac municipal, les rameurs du littoral ont dicté leurs lois aux concurrents venus d'autres régions du Cameroun, notamment du centre et du sud. C'est donc sans surprise qu'un Gandambolo a damé le pion à ses 8 adversaires venus d'Ayos, classé 2e, de Kribi, classé 3e, sans oublier les compétiteurs venus de Mbalmayo, Monatele et autres Edea qui n'ont pas démérité. C'est une fierté, c'est une très grande joie. Ça n'a pas été facile, mais voilà, vous pouvez constater. Le trophée est là, on a dû travailler très dur et encore très dur. Donc nous ne pouvons qu'être contents et fiers de notre travail. Nous avons gagné plusieurs tournois déjà et puis nous sommes cette fois champions de Cameroun. Donc nous sommes habitués à remporter des trophées comme celui-ci. Au-delà de la consécration des rameurs de Ngandambolo, cette compétition a eu le mérite de réveiller le temps d'un après-midi le lac municipal qui ne cesse de sommeiller en plein cœur de la capitale en attendant une problématique réhabilitation maintes fois annoncée. Un galop d'essai qui n'a pas laissé insensible l'icône Manu Dibango, lui aussi préoccupé par la triste réputation que traîne le lac municipal de Yaoundé. Pourtant un joyau touristique et sportif à exploiter. C'est le grec d'honneur qui a eu cette idée et c'est bien parce que ce lac il est là depuis tellement longtemps et il devait avoir des histoires différentes parce qu'on n'a jamais pu faire quelque chose avec ce lac. Avec le nouveau ministre, il semble que certaines portes s'ouvrent pour qu'on puisse enfin exploiter ce lac ici à Yaoundé. C'est une des facettes du lac. Il me semble que ça va nous réserver d'autres surprises. La course de pirogue de Yaoundé a révélé aux yeux du public que les sports nautiques méritent un meilleur sort dans notre pays. L'expérience de Monatele en la matière pourrait bien inspirer dans la valorisation des talents locaux. Je souhaite que Monatele devienne un lieu de sport nautique parce que quand vous prenez le centre, la première place où il y a beaucoup d'eau, comme une mer intérieure, c'est à Monatele dans la Sanaka. Et tous les 20 mai, nous organisons depuis 6 ans la course des pirogues. Et mon souhait serait que le 11 février prochain, qu'une épreuve d'une telle envergure puisse être organisée à Monatele. En attendant, le public venu massivement a apprécié ce cadeau offert par le Festival national des arts et de la culture. Le spectacle a séduit plus d'un
projetant pour une fois une image positive du land municipal de Yaoundé. Vous l'avez suivi en début de journal, la violente répression policière n'a pas entamé la détermination des avocats à poursuivre leurs manifestations dans les régions anglophones du Cameroun. Jusqu'où sont-ils prêts à aller? Quel est le regard du reste de la corporation sur ces revendications étroitement liées à la question anglophone? On en parle ce soir en deuxième partie du journal avec Maître Fidèle Djumbissi, avocat inscrit au barreau du Cameroun et cadre politique du MRC. Mais avant cette escale internationale, des milliers de personnes ont manifesté contre la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. C'était à New York. Des précisions avec nos confrères de Renews. Ils battent le pavé sans relâche pour dire leur colère, dire que Trump n'est pas leur président. Des milliers d'Américains se sont rassemblés mercredi soir pour protester contre la victoire de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ici à New York, ces manifestants se sont réunis à Union Square en plein Manhattan avant de remonter vers la Trump Tower où vit le nouveau président américain. Même si nous ne pouvons pas vraiment changer les choses et que nous devons accepter ce qui s'est passé, nous voulons qu'ils sachent que nous sommes en colère. C'est terrible. Et même si nous ne pouvons rien y changer, ça me fait du bien d'être là avec mes frères et mes sœurs, avec les gens qui partagent mes convictions. Que tout le monde sache que l'on n'est pas d'accord. En Californie aussi, des milliers de personnes se sont rassemblées. À Los Angeles, ils étaient nombreux devant la mairie à scander « Not my president ». Et jusqu'à Chicago, où les manifestants déterminés ont scandé « Battons-nous, battons-nous ». À Washington, les manifestants ont bravé la pluie pour se réunir devant la Maison-Blanche pour une veillée aux bougies. Les mines sont graves, certains pleurent. La colère a fait place à la tristesse. Barack Obama et Donald Trump se sont rencontrés ce jeudi à la Maison-Blanche pour amorcer une transition en douceur, selon les propos du président sortant américain Barack Obama. Un public reportage dans ce journal. La caravane du concours musique de la meilleure chanson s'est ébranlée du côté de Yaoundé. À cette occasion, 2 candidats ont été recalés. Le reste poursuit l'aventure en attendant la grande finale du concours de la chanson, une initiative de musique produite de la Société anonyme des brasseries du Cameroun. Reportage. Ils ne sont plus que 6. Les candidats appelés à poursuivre l'aventure du concours Music Star 2016. Désormais, avec la télé-réalité, les candidats sont éliminés au fur et à mesure. À chaque étape d'une caravane nationale, nous avons 2 candidats qui sont éliminés, contrairement à avant où les candidats faisaient les 4 étapes sous forme de championnat et à la fin maintenant, on déterminait ceux qui devaient être qualifiés pour la finale. La 3e étape des sélections s'est déroulée dans une ambiance exceptionnelle au Castel Hall de Yaoundé. Sur la ligne de départ, 8 candidats notés sur la base de critères bien précis. Ils étaient notés sur la voix, le message, la prestation scénique et il y avait un 4e critère. Donc 2 critères sur 5 et 2 critères sur 3. C'est vraiment sur des détails techniques que la différence se fait parce qu'il y a les aléas de faire un concours. Tout le monde ne peut pas sortir de là satisfait. C'est pas possible. Alors que le public est tenu en haleine par la qualité des prestations, l'émotion est à son comble à l'heure des résultats. Le premier de ce soir, 14,13 sur 20, AB. Alors, le 2e gagnant pour ce soir au centre à Yaoundé, c'est Maro Abela.
Par rapport à leur voix, c'est tout ce qu'on a essayé dans la semaine, qu'on a essayé de déployer sur le podium ce soir. Et nous, on a essayé de faire notre travail dans la semaine, essayer de mettre les candidats au niveau. Voilà, maintenant le jury est resté faire son travail. Ça fait mal parce qu'on s'était déjà familiarisé aux répétitions avec beaucoup de complicité. Mais voir les candidats qui quittent, pour nous les coachs, ça fait un peu mal, mais bon voilà, c'est le concours. Le troisième reclassement ce soir. Ici. Le troisième avec 13,25 sur 20. Kaka Le message de ma chanson, ma prestation scénique, c'est grâce à cela que j'ai pu occuper ce rang-là. Ma chanson, en fait, le titre c'est Zayen, qui signifie en langue béti, viens voir les richesses de mon pays, le Cameroun. Zayen boakum de damo, anora sud est ouest bien bisoayi bin, Cameroun pays wami bala abiyakum, avon mis, Cameroun pays wami bala abiyakum, avon mousse. Petit cerveau, petit cerveau continue. Les deux candidats recalés n'ont pas démérité. Cependant, le chemin est encore long pour les 6 candidats retenus. Dans une poussière de secondes, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Fidèle Ndjumbisi. Bonsoir. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous les téléspectateurs de télévision Equinox. Vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun, cadre politique du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vos confrères avocats multiplient des débrayages dans la région du nord-ouest et du sud-ouest malgré la violente répression policière. Et l'on observe comme un silence de la part du reste de la corporation, notamment dans les autres villes du Cameroun, sur ce qui est en train de se passer dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Êtes-vous indifférent face à ces différentes manifestations de vos confrères avocats? Je veux relever d'abord que la détermination est le propre des avocats. Lorsqu'ils doivent faire une revendication quelconque, ils sont toujours déterminés et toujours très courageux. Et là, nos confrères anglophones ont formulé au départ une revendication légitime concernant la traduction des actes uniformes WADA et autres actes internationaux ou sous-régionaux comme le code CIMA en langue anglaise pour être conforme avec notre constitution qui reconnaît le bilinguisme et le biculturalisme. Justement, sur cette indifférence que l'on observe du reste de la coopération face à la mobilisation des avocats depuis plusieurs jours à Bamenda et aujourd'hui dans les autres villes du sud-ouest. Qu'est-ce qui explique ce silence du reste de la corporation face à ces revendications que pose et cette mobilisation dans les rues des autres avocats anglophones? Non, je ne pense pas qu'il y ait une indifférence de la part des avocats d'expression francophone. Lorsqu'il y a un problème de corporation, les avocats ne doivent pas s'exprimer de façon individuelle. Nous avons un conseil de l'ordre, nous avons un bâtonnier qui, les deux sont des organes dirigeants du barreau. Je pense que par rapport à les autres éthiques et à une solution soit trouvé problème. Justement, les avocats qui exercent, ils dénoncent dissoudre le commandement juridique et judiciaire. Que pensez-vous revendicateur? Ce point de vue un peu d'excès. Et il faut relever que depuis l'avènement de la réunification des deux Camerouns, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental, c'est-à-dire le Cameroun sous la colonisation ou bien sous le protectorat plutôt, l'administration sous l'administration britannique, sous l'administration britannique et sous l'administration française.
Et il y a une volonté politique d'harmoniser notre système juridique, parce que il faut relever que nous sommes dans un État unitaire décentralisé, et dans un tel État, on ne peut pas avoir deux systèmes juridiques. Donc nous devons tendre vers l'harmonisation de notre système juridique. Mais est-ce que cette organisation du système juridique et judiciaire prend en compte la dimension biculturelle du Cameroun, anglophone et francophone, où l'on voit bien que les avocats tiennent à leur système common law et ils estiment qu'il est bien meilleur que le code napoléonien qui est exercé dans le reste du pays. Quelle est la différence entre ces deux systèmes qui se côtoient ici au Cameroun? Oui, les deux systèmes sont un peu différents, mais pas profondément. Il faut relever que le droit, c'est une science et qu'il y a des principes qui sont universels, quel que soit le système dans lequel vous vous retrouvez, et même si vous vous retrouvez en Asie, qui n'applique ni le système juridique d'origine romano-germanique ou bien d'origine de common law, vous verrez qu'il y a toujours des principes qui sont respectés. C'est-à-dire, il y a des principes universels du droit et il n'y a que quelques différences qui tiennent compte des spécificités des peuples auxquels le système juridique est appliqué. S'agissant du système francophone, le système juridique francophone, c'est-à-dire celui romano-germanique que nous avons hérité de la France, il faut relever que c'est un système qui, pour l'essentiel, repose sur les lois. Donc les lois sont votées à l'Assemblée et ce sont ces lois qui constituent la base essentielle, ce qu'on appelle le droit écrit, la base essentielle du droit. Et la jurisprudence intervient comme source complémentaire parce que les juges interviennent pour interpréter ce qui n'est pas clair et combler souvent le vide juridique où le législateur n'a pas légiféré. Et sur le common law, et alors que la particularité du common law vient de ce que la source essentielle du droit est la jurisprudence. On a dit que la common law, c'est un droit prétorien. Donc, c'est les juges qui font les lois. C'est les juges qui indiquent les normes essentielles qu'on doit appliquer. Mais il faut relever que ce système a évolué et n'est pas resté prétorien parce que même dans le système de la common law en Angleterre, il y a déjà des lois, il y a les actes que le Parlement britannique adopte et que ça côtoie les... Justement, pourquoi l'organisation qui est en train cette volonté d'harmonisation du système juridique au Cameroun ne prend pas en compte les aspirations et ces revendications que posent les avocats d'expression anglophones? Non, nos confrères anglophones ont raison et pour la simple raison que ceux qui nous gouvernent sont arrogants, ils sont tellement arrogants et méprisent les positions des autres, ne prennent en compte que leurs positions propres et n'entendent pas les voix qui sont contraires aux leurs. Donc, ils n'ont pas tendance au consensus. Donc, c'est un problème de consensus. Donc, on devrait, pour l'harmonisation, prendre en compte tous les acteurs du droit de la common law, fait une commission paritaire qui devrait prendre en compte les éléments des deux systèmes pour faire un système hybride et non seulement combiner les bons éléments de ces deux systèmes, mais également tenir compte de nos particularités parce que il faut relever que ce n'est pas le colon qui nous a apporté le droit. Il faut comprendre que même avant la colonisation, nos sociétés étaient régies par des normes qu'on appelle coutumes, parce que aujourd'hui, dans notre système judiciaire, le droit coutumier est toujours en vigueur. Les juridictions coutumières fonctionnent auprès des tribunaux de première. Donc, il faudrait justement que le gouvernement puisse prendre en compte toutes les aspirations, à la fois des acteurs du droit du côté des anglophones, mais aussi du côté des francophones. Il faut préciser que le ministre de la Justice, pour ce qui concerne l'inexistence de la version anglaise des textes OHADA, Laurent Isso a fait savoir que les traductions sont en cours, mais cela fait déjà plusieurs années que les avocats attendent donc ces documents officiels en langue anglaise. Maître Fidèle Djoubissi, merci
d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes avocat inscrit au barreau du Cameroun et cadre politique du MRC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames